Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette 9e émission de l'Écho des Canuts. Une émission qui sera un peu particulière, puisque ce ne sera pas une causerie ou une interview, mais ce sera une conférence inédite de Jean Mabir, qui avait été réalisée en 1998 à l'issue de la sortie de son livre Patrick Pearse, Une vie pour l'Irlande aux éditions Terre et Peuple. Donc cette conférence se tient dans ce cadre-là. Et ce livre était voulu par Jean Mabir comme un épisode de plus au livre qu'il avait sorti et qui s'intitulait Les grands aventuriers de l'histoire, les éveilleurs du peuple. Voilà. Donc, très, très sommairement, ce que vous découvrirez dans cette émission, c'est que Patrick Pearse a engagé un renouveau culturel, militant, et même au-delà, pour sa patrie irlandaise, et qu'il a été jusqu'à donner sa vie, d'où le titre de cette émission. Voilà. J'en profite pour remercier mon vieux camarade Pierre Loubry pour m'avoir fourni les cassettes audio de cette conférence et un autre camarade Romain pour les avoir numérisées. Voilà. Je vous souhaite une bonne émission et j'espère que vous saurez en tirer profit. Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waken to the morning, waken to the morning. Then the Vikings came around, turned us up and turned us down, started building boats and towns. They tried to change our living, tried to change our living. Cromwell and his soldiers came, started centuries of shame, but they could not make us turn. We are a river flowing, we're a river flowing. Again the soldiers came, burnt our houses, stole our grain, shot the farmers in their fields, working for a living. We have been down, the secret of the water sound has kept the spirit of a man above the pain descending, above the pain descending. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long to see the gates being opened up to a people and their freedom, a people and their freedom. Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waken to the morning, waken to the morning.
L'homme dont je vais vous parler ce soir, homme peu connu en France, ce petit livre est je dirais pratiquement le premier. Il y a déjà eu un livre qui a été fait en Bretagne vers 1930, dans les années 30, mais le personnage de Patrice Pearse, qui est absolument connu et révéré en Irlande, est peu connu malheureusement hors d'Irlande. Et j'ai pensé plutôt que d'écrire la biographie de personnages connus, qu'il valait mieux sortir de l'ombre un homme qu'il méritait à tout point de vue, et surtout dont la vie entière s'inscrit parfaitement dans les préoccupations qui sont les nôtres, dans l'idéal qui est le nôtre, et c'est une véritable illustration par sa vie et par sa mort de tout ce à quoi nous croyons. Patrice Pearse, qui est le véritable héros irlandais. On en parle d'ailleurs, il y a eu récemment le film, vous avez vu le film Michael Collins, on en parle tout à fait au début du film, mais étant donné qu'il a été fusillé très rapidement après l'insurrection, c'est un film sur Collins, c'est pas un film sur Pearse, donc c'est Collins aujourd'hui qui est connu et qui est plus connu que lui, alors que Collins a suivi exactement la même voie, mais après. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce patriote irlandais n'est pas entièrement irlandais, puisque son père est un Anglais. Son père est un Anglais du Devonshire. Par contre, sa mère est une authentique Irlandaise. Son père était tailleur de pierre, et il faisait, puisqu'il faut bien vivre, il faisait surtout des monuments funéraires, et il a quitté son Angleterre pour aller s'installer en Irlande. Il a rencontré sa femme, il s'est marié, et ils ont eu 4 enfants. 4 enfants, dont Patrick, notre héros, est le premier. Il est né le 10 novembre 1879, ce qui vous situe dans le temps. Cette histoire que j'évoque ce soir est une histoire qui est assez éloignée de nous dans le temps, assez éloignée de nous dans l'espace. L'Irlande n'est pas la porte d'à côté, mais qui me paraît tellement exemplaire qu'on ne peut pas la négliger. Il vit dans un milieu normalement catholique et normalement patriote irlandais. Ce sont des choses qui pour lui vont absolument de soi. Son père, bien entendu, ne parle pas le gaélique, mais sa mère ne le parle pas à la maison puisque son mari ne le parle pas, mais la tante du petit Patrick, elle connaît le gaélique et lui en donne ses premières notions. C'est une famille donc de milieu, disons, qui habite à Dublin, la capitale. C'est une famille de milieu, disons, modeste. Et très rapidement, le jeune Patrick doit travailler pour continuer ses études. Et puis, il est obligé de les interrompre. Et à 16 ans, il est surveillant, il est ce qu'on appelle pion, ce qui n'empêche pas de mener déjà des recherches littéraires et de fonder à 17 ans, ce qui est quand même très jeune. C'est un garçon d'une remarquable précocité. D'ailleurs, il aura une vie courte, mais qui saura bien remplir. Il fonde une société littéraire et il commence très jeune. Il a 18 ans quand il commence à publier un premier livre. Et ce livre est une recherche sur des sujets gaéliques. Il se choisit, comme un petit peu selon l'ancien usage irlandais, l'ancien usage celtique, de se choisir un maître, comme avant les jeunes Celtes allaient trouver un druide qui est chargé de les instruire, et il choisit un chanoine, un ecclésiastique tout à fait compétent en matière gaélique, et il va devenir son élève. Enseignement d'ailleurs, rappelons-le, qui est beaucoup plus oral qu'écrit, le rôle absolument important de l'enseignement de la parole dans l'enseignement irlandais. Patrick est un garçon de ce qu'on dirait de taille moyenne, un visage rond. Vous avez sa photo dans le livre avec un air assez rêveur. C'est un personnage assez silencieux, se plaisant dans la solitude. C'est un personnage où on devine tout de suite, rien qu'à le voir, une grande vie intérieure. Il a un frère cadet de 2 ans plus jeune que lui, qui s'appelle William, qui vit absolument à l'ombre de son aîné, qui suivra son aîné jusqu'au bout et qui sera fusillé très peu de temps après lui, après cette fameuse révolte de 1916. Il est donc
jeune homme passionné d'études littéraires, et il décide de voyager sur le continent et de voir un petit peu à quoi ressemble le monde. Il quitte l'Irlande, qui est à ce moment-là une terre très lointaine, très isolée, colonisée, comme vous le savez, par les Anglais, et qui d'ailleurs n'a jamais été occupée par les Romains. C'est une des caractéristiques de l'Irlande. Et il part sur le continent, et il va où? Il va en Flandre. Il va en Flandre, et c'est très important. Il rencontre des gens du mouvement flamand, ce qu'on appelle à ce moment-là les Flamingants, et il est très surpris par la lutte, et intéressé par la lutte de ces gens qui se battent pour leur terre et pour leur peuple, et qui se battent à travers un combat linguistique extrêmement dur et en même temps extrêmement payants, c'est-à-dire qui obtiennent des résultats indéniables, des résultats que l'on peut constater aujourd'hui. Et il est donc dans ce milieu flamingant, et ça va l'éveiller à la lutte des peuples pour retrouver leur identité. Malheureusement, il se trouve en Flandre quand il apprend la mort de son père. Il est donc obligé de retourner en Irlande pour voir ce qu'il peut faire au point de vue familial, et il va travailler un moment dans l'entreprise paternelle, et puis cette entreprise-là sera reprise par son frère William, qui est sculpteur, et qui va reprendre la petite entreprise de sculpture funéraire du père Pierce. Et lui, Patrick, continue des études, il fait des études juridiques, et finalement, il a 24 ans quand il rejoint une organisation tout à fait intéressante, et j'allais dire particulièrement intéressante pour nous de Terre et Peuple, qui s'appelle la Ligue gaélique. La Ligue gaélique a été fondée une dizaine d'années avant, en 1893, et mène un combat culturel. La Ligue gaélique n'est pas un mouvement politique, est un mouvement culturel, est un mouvement de renaissance irlandaise, un mouvement de reprise de l'identité, et parallèlement à cette Ligue gaélique à laquelle va participer Patrick Pearse, se crée une association athlétique gaélique auquel il adhère également. Si bien que vous voyez que le combat pour l'Irlande à cette époque-là se passe notamment sur le plan culturel et sur le plan sportif, les deux allant ensemble, on pourrait dire de manière un peu populaire la tête et les jambes, et c'est tout à fait symptomatique de la démarche de Patrick Pearse, qui n'est pas du tout l'homme à séparer les choses et au contraire à toujours les unir. Il fait partie donc de cette Ligue gaélique qui a pour premier but de défendre la langue gaélique, en même temps de s'intéresser aux arts, à la musique, à la danse. Tout ça paraît très peu politique, et en réalité l'est profondément, car la base de tout est la recherche de l'identité. Il fait évidemment connaissance du fondateur de la Ligue, qui s'appelle Douglas Hyde, qui, je le dis en passant, n'est pas un catholique mais un protestant, car le nationalisme irlandais n'est pas le fait des seuls catholiques dans le sud du pays. Et également il fait connaissance de l'homme qui est la cheville ouvrière de la Ligue gaélique, qui s'appelle Eoin MacNeil. Et les gens de la Ligue, voyant ce jeune fils d'anglais et d'une irlandaise venir, lui donnent un nom gaélique et l'appellent Padraig MacPierre. Et c'est sous ce nom de Padraig MacPierre qui va commencer à être connu, qui va commencer à publier des textes en gaélique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va chercher à être très proche du peuple irlandais, des gens qui parlent encore la langue, et il va faire de longs séjours dans l'ouest du pays, qui est la partie restée gaélique, et notamment dans les îles d'Arran, et il va travailler à la réforme orthographique, car la langue est surtout parlée, elle est peu écrite, et Patrick Pearse va se faire connaître comme un de ceux qui codifient la langue. Et il travaille à une réforme de l'orthographe, et il travaille beaucoup dans le journal de la Ligue gaélique, dont je ne vous donnerai pas le titre en gaélique, mais dont la traduction est le glaive de la lumière. Nous retrouvons l'image à la fois du glaive et en même temps de la lumière, l'image du soleil, une image qui vous est évidemment familière. Il publie des contes populaires qu'il va recueillir de la bouche des gens, des paysans de l'ouest irlandais, du Connemara. Il va écrire des poésies, il va écrire des pièces de théâtre. Il est connu comme un jeune homme disons 25-26 ans, comme un lettré, et peu à peu, il va devenir la figure de proue du mouvement culturel irlandais.
En 1908, il n'a pas encore 30 ans, il n'a que 29 ans. Il décide de créer son propre collège, son propre établissement d'éducation, car il a compris que la première chose, maintenant qu'il est maître, qu'il est devenu maître de la langue, maître de la culture, il faut la transmettre. Ça sert à rien pour lui, c'est pas du tout un artiste vivant en dehors du monde, dans sa tour d'ivoire. S'il s'est intéressé au gaélique, c'est par fidélité à son peuple, et ce qu'il veut, c'est à la fois maintenant l'enseigner et former à son tour de jeunes gens et des jeunes filles. Il commence par créer une école qu'il appelle le Collège Saint-Anda, et dans lequel il y a plus, je dirais, une éducation qu'un enseignement. Il ne cherche absolument pas, évidemment, les enfants qui sont à cette école sont forcés de suivre un programme, je dirais, normal, mais pour Peirce, ce n'est pas le principal. Ce qui est important, c'est l'éducation. D'abord, c'est la formation du caractère. Ce qui l'intéresse, c'est de former ces jeunes gens et de leur mettre dans la tête qu'un jour, ça sera à eux de devenir les maîtres d'Irlande, de se révolter contre le colonialisme britannique qui tient à ce moment-là l'Irlande vraiment en coupe réglée, et de devenir une pépinière de cadres. La grande idée de Peirce a toujours été de former des cadres, et on verra qu'au moment de la Révolution irlandaise, beaucoup de participants à cette révolution sont des anciens élèves de Saint-Anda. Il crée parallèlement une autre école qui s'appelle Saint-Ida, qui est destinée aux filles. Nous sommes dans un pays très catholique, très conservateur, où l'enseignement des filles et des garçons ne se fait pas dans la mixité, et donc par conséquent il y a un collège de filles. Et également on retrouvera dans quelques années, nous sommes en 1908, moins de 10 ans plus tard, on retrouvera ces jeunes filles dans les rangs des patriotes irlandais et faisant des travaux d'infirmières, d'agents de liaison, et tout à fait, je dirais, impliqué dans le mouvement nationaliste. Il crée un journal dont la traduction, qui porte évidemment un titre gaélique, mais dont la traduction est Le Jeune Héros, et il a trouvé que l'important, le principal de son enseignement va porter sur deux matières, et là je crois que c'est intéressant parce que ce sont des matières qu'il estime absolument capitales pour former l'esprit, et en même temps au-delà de l'esprit de former des militants, de former des révolutionnaires. C'est la mythologie d'un côté, la vieille mythologie celtique, et l'histoire. Donc il apprend à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles, la mythologie irlandaise, les dieux irlandais, exactement comme ce qu'on pourrait appeler des dieux maudits, puisqu'ils ont disparu, pour être remplacés par le christianisme, mais dans des conditions très particulières. Le christianisme irlandais est très différent de ce qu'est le christianisme occidental. Et ça, c'est une autre causerie que j'ai écouté récemment de la bouche de mon ami Stoekers, qui a fait quelque chose d'absolument remarquable, un travail remarquable sur la différence entre les moines irlandais et les prédicateurs romains. Peirce a pour objet de former des garçons, et par conséquent de leur donner des modèles. Et les modèles pour lui sont les druides, bien sûr, sont les héros des guerriers de la branche rouge, ce sont les saints irlandais. Et avant tout, il veut développer chez les jeunes qui profitent de son enseignement la notion d'une vie dangereuse, d'une vie où on prend des risques, et il donne une très belle devise à ces jeunes gens, et qui est la devise des anciens Fianna, qui est une association de jeunes Irlandais de l'Antiquité, et cette devise est la force dans nos bras, la vérité sur nos lèvres, la pureté dans nos cœurs. Donc, Peirce est un intellectuel, Peirce est un écrivain, Peirce est un poète, Peirce est un éducateur, mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se contenter et s'arrêter brusquement en disant maintenant ça y est, j'ai fait ça, ça suffit. Non, il va bien entendu, le moment venu, mais seulement le moment venu, s'intéresser à la politique, et s'intéresser à la politique telle qu'elle est à ce moment-là en Irlande. Alors, je vous en donne quelques notions très simples. Donc l'Irlande est occupée par les Anglais, et vous avez deux principaux mouvements irlandais
de revendication, de reprise en main de l'identité irlandaise. Le premier parti est le parti parlementaire, qui est un parti, disons, réformiste, qui est animé par un nommé John Redmond, et qui veut obtenir ce que l'on appelle le Home Rule, et que nous pourrions traduire, nous, par le mot d'autonomie. Ils ne demandent pas leur indépendance, ils demandent leur autonomie, c'est-à-dire de s'occuper de leurs propres affaires, tout en restant dans le cadre général du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, en reconnaissant la souveraineté des souverains anglais et en ayant un statut en quelque sorte de dominion. Et vous avez un second parti, qui est un parti, lui, partisan au-delà de l'autonomie, de l'indépendance, qui s'appelle le Sinn Féin, c'est-à-dire nous-mêmes, et qui est un parti animé par un certain Arthur Griffiths, et lui qui va lutter pour l'indépendance de l'Irlande. Ces deux partis sont des partis officiels, ayant pignon sur rue, ayant leurs journaux, et agissant d'une manière, l'un comme l'autre, légale. Même les indépendantistes sont des gens qui agissent dans un cadre légal. Et Pearse, évidemment, est plus attiré par les extrémistes, est plus attiré par les indépendantistes, mais ne s'entend pas avec Griffiths. Griffiths est un homme être intelligent, mais qui parle à l'intelligence, qui parle à la raison, et qui ne parle pas à l'âme des gens qu'il veut conquérir. C'est un personnage qui manque totalement de chaleur humaine, et le courant, comme on dit vulgairement, ne passera jamais entre Pearse et Griffiths, bien que Pearse reconnaît tout le travail qui a été accompli par Griffiths. Mais ce que veut Pearse, c'est aller au-delà. Il ne veut pas seulement l'indépendance économique, l'indépendance sociale, l'indépendance politique de l'Irlande. Il veut d'abord et avant tout que l'Irlande redevienne elle-même, c'est-à-dire que l'Irlande redevienne un haut lieu spirituel, un espèce de phare brillant dans le monde européen, et qui revienne en quelque sorte à sa vocation primitive. Et au fur et à mesure qu'il croit à la mission de l'Irlande, il pense que chaque pays, chaque peuple a une mission parmi les autres peuples, et il pense que la mission de l'Irlande est une mission avant tout spirituelle, et lui-même commence de plus en plus, tout en croyant à la mission de l'Irlande, à croire à sa propre mission. Et Pearse commence à se dire que il faut un homme pour réussir cette opération gigantesque de reprise de l'identité irlandaise, et que cet homme sera peut-être lui-même. Et il y a, je n'en ai pas parlé jusqu'ici, à côté des deux organisations officielles, il y a une troisième organisation qui est une organisation clandestine qui s'appelle l'Irish Republican Brotherhood, c'est-à-dire la fraternité républicaine irlandaise, en abrégé IRB, elle qui est un mouvement alors totalement indépendantiste, totalement séparatiste, qui a d'ailleurs choisi, pour bien montrer son idée séparatiste, de se dire républicain, et qui est un mouvement remontant au siècle dernier. L'IRB a été créé en 1858, dans la foulée à peu près de la révolution des peuples de 1848, de ce qu'on a appelé le printemps des peuples, quand se créaient des mouvements tels que Jeune Italie avec Mazzini, tels que Jeune Allemagne, tels que Jeune Pologne, et s'est créé un mouvement qui s'est appelé Jeune Irlande, qui a donné naissance à l'IRB. Et l'IRB, au 19e siècle, a quand même réussi à regrouper, dans un pays qui fait en gros 3 millions d'habitants, a réussi à grouper 100 000 hommes, ce qui est quand même une chose énorme. Mais à la fin du siècle, vers 1880-90, il y a eu une brusque réaction britannique. C'était une société secrète, et elle a été découverte, et il y a eu une grosse répression anglaise. Et la société, l'IRB, s'est reconstituée dans la clandestinité, avec une société secrète, avec un centre extrêmement fort, et autour une poussière de petits cercles, qui sont des cercles en apparence anodins, où on s'occupe d'art, on s'occupe de folklore, on s'occupe un petit peu de mythologie, on s'occupe aux besoins de danse populaire, etc. Mais tout ça, ce sont des prétextes pour les gens de l'IRB, pour repérer les hommes et des femmes capables un jour de les rejoindre, et faire en quelque sorte une sélection à l'aide de ces cercles d'études qui alimentent des cellules clandestines. C'est une organisation absolument remarquable. Et cette IRB fonctionne avec des gens d'un dévouement absolu. Il y a un seul permanent qui se nomme Sean McDermott,
Ils ont un journal qui n'est pas évidemment le journal de l'IRB, puisque l'IRB est clandestin, mais il y a un journal qui s'appelle Irish Freedom, Liberté irlandaise, qui exprime leurs idées, des idées d'indépendance absolue, et en 1908 prend la tête de l'IRB un homme qu'on appelle Thomas Clerk, qui est un homme qui a une 50aine d'années et qui a la particularité d'avoir déjà passé 16 ans en prison pour ses idées nationalistes irlandaises. L'effectif de l'IRB est extrêmement faible. Enfin, tout est relatif. Mais l'effectif est environ de 2000 personnes, de 2000 adhérents, ce qui est quand même très peu. Ce sont des gens se réunissant dans la clandestinité, liés par un serment, et qui entreprennent de noyauter, il n'y a pas d'autre mot, les groupements officiels. C'est-à-dire qu'ils envoient des émissaires à la Ligue gaélique, ils envoient des émissaires à l'association athlétique, ils en envoient dans le mouvement du Sinn Féin, et puis ces gens-là repèrent, disent tiens, il y a un tel qui est pas mal, il a du caractère, bon, il a de bonnes idées, il pourra peut-être un jour venir à nous, et peu à peu, ils récupèrent comme ça, au cas par cas, homme par homme, femme par femme, ils récupèrent des militants. Ils ont avant tout un esprit élitiste. Pour l'IRB, la quantité ne compte pas, ils trouvent déjà que 2000, c'est déjà très bien. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité humaine qui décèle chez leurs futurs militants. Patrice Pearse, en 1910, donc il a à ce moment-là 31 ans, entre dans un club irlandais qui s'appelle Freedom, Liberté, et qui est un club qui est contrôlé par l'IRB. Et il est très intéressé par ce qu'il entend, et il dit à ce moment-là aux gens qui l'ont, de ce club qui fait partie, le club Freedom, mais comme son nom l'indique, est un club politique, il va leur dire ce qui est intéressant pour nous, bien écoutez, vous êtes tout à fait, vous avez des bonnes idées politiques, vous voulez libérer votre pays, mais vous manquez complètement de conscience gaélique. Et vous ne devez pas faire la révolution pour la révolution, vous ne devez pas libérer l'Irlande pour ne rien en faire, vous devez libérer l'Irlande pour que l'Irlande redevienne elle-même. Ce n'est pas uniquement une question de politique, ce n'est pas une question de forme de gouvernement, c'est une question d'identité. Donc, Pearse va, dès le début, dans ses premiers contacts avec ce club Freedom, leur apporter l'idée du combat culturel. Pearse vraiment est quelqu'un qui a parfaitement compris la nécessité d'un combat culturel précédant le combat politique, et leur dit même avec une sorte de boutade en disant eh bien si nous avions 100 militants complètement persuadés du combat politique et du combat culturel totalement lié, avec 100 personnes, on serait capable d'affranchir l'Irlande, ce qui est évidemment une boutade. Mais il estime qu'il n'y a de combat révolutionnaire que précédé d'une longue agitation culturelle. C'est à ce moment-là, il est responsable, c'est un des responsables de la Ligue gaélique, c'est le rédacteur d'ailleurs en chef du journal de la Ligue, c'est le directeur de Saint-Anda et son école, il continue son métier de directeur d'école, mais il est en tout extrémiste, n'est pas du tout, alors Pearse c'est évidemment le contraire d'un modéré, et on verra que tout au long maintenant de la carrière qu'il va mener, de la carrière de militant révolutionnaire, il sera toujours le plus extrémiste. Alors là, on a donc situé Pearse et la situation de l'Irlande, donc ce parti réformateur, ce parti indépendantiste du Sinn Féin. Qu'est-ce qui se passe en Irlande du Nord? Car en Irlande du Nord, la situation n'est pas du tout la même. Dans les 6 comtés d'Irlande du Nord, surtout dans les 2 comtés du Nord-Est, les Irlandais ne sont pas en majorité, plus exactement, ceux qui sont en majorité ne sont pas des catholiques, ce sont des protestants d'origine d'ailleurs celtique, tout aussi celtique que les Irlandais, mais qui sont d'origine écossaise, qui sont arrivés au XVIIe siècle et qui n'ont pas du tout la même mentalité que les Irlandais du Sud qui veulent se soulever contre la puissance britannique. Eux, au contraire, désirent rester dans le cadre de la couronne britannique et sont tout à fait mus sur le plan religieux par des sentiments très anti-catholiques, qui s'appellent, il n'y a pas les catholiques des papistes, enfin il y a une grosse tension religieuse.
Et ils se disent soit unionistes, soit loyalistes, pour signifier qu'ils tiennent à rester dans le cadre britannique. C'est ce qu'on a, ils donnent naissance à un mouvement qu'on appelle le rangisme, du nom de Guillaume d'Orange, qui était le souverain qui les a introduits au XVIIe siècle en Irlande. Ce sont des gens extrêmement travailleurs, disciplinés, fanatiques, il faut le dire, et qui ont aussi une grande propension à se militariser. Et en 1911, vous voyez, les années coulent peu à peu, et ils vont se réunir entre eux en disant ce qu'il faut absolument empêcher, c'est le home rule, c'est-à-dire l'autonomie de l'Irlande, et même, il n'est même pas question de l'indépendance, même l'autonomie, ils la refusent. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils appellent le home rule, ils font un jeu de mots, en disant ce n'est pas le home rule, c'est le Rome rule, c'est-à-dire la loi de Rome, et ça ils le refusent totalement, et ils ont très peur de faire partie d'un pays qui, en devenant autonome, dans lequel l'influence de l'Église catholique serait extrêmement forte. Ils se réunissent autour d'un homme qui s'appelle James Craig, et ils sont très rapidement, en 1911, ils vont être 50 000. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de 2 mois, en 2 mois de recrutement, ils vont doubler. Ils vont passer de 50 000 à 100 000. Ils sont à ce moment-là animés par un nommé Edward Carson, qui est un homme extrêmement organisé, probablement ancien militaire. Et ils forment une minorité très agissante, très, très organisée. Et ils décident de former une véritable milice, c'est-à-dire une association civile mais militarisée. Et contrairement à ce qu'on pourrait le croire, cette décision des protestants d'Irlande du Nord réjouit plutôt Pearse. Pourquoi ça le réjouit? Parce qu'il dit au moins ça va bouger. On ne restera pas avec une situation inchangée. Il est bon que les Irlandais se fassent à l'idée de la lutte armée. Un jour, il faudra mener une lutte armée. Par conséquent, les gens du Nord montrent ce qu'il faut faire. Il faut créer des groupes paramilitaires. En 1912, Pearse fonde un nouveau journal auquel il donne le nom de la trompette de la victoire, et de plus en plus, les cercles clandestins de l'IRB préparent l'insurrection. Les gens du Nord, les protestants autour de Carson, organisent leur milice d'une manière de plus en plus, véritablement militarisée, l'appellent UVF ou Ulster Volunteer Force, et ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment une chose inouïe, c'est que pour rester dans le cadre de la Grande-Bretagne, pour rester dans le cadre de l'Angleterre, qui reste très prudente et qui ne veut pas trop se mêler, ils veulent avoir des armes, et à qui vont-ils les demander? Ils vont les demander à un souverain protestant du continent qui est prêt à les aider, qui est l'empereur d'Allemagne Guillaume II. C'est-à-dire que les protestants de l'Ulster vont être aidés par Guillaume II, et très rapidement des liens s'établissent entre les Ulstériens et les Allemands. Et Patrick Pearse en continue à se réjouir, il dit voilà, ça prouve qu'on peut lier des liens avec l'étranger et qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Car Patrick Pearse est absolument persuadé qu'il faudrait en arriver à la lutte armée. Il y a d'abord eu le combat culturel, ensuite il y a eu le combat d'éducation, ensuite il y a eu le combat politique, et maintenant, tôt ou tard, il pense qu'il faudra en arriver au combat militaire. Et il pense que l'exemple du Nord va servir au Sud. Et dans ces années qui précèdent la guerre de 14, se crée en Irlande une série de mouvements paramilitaires qu'il faut un petit peu penser à ce que sera après la guerre les corps francs allemands, c'est-à-dire qu'il y a des milices il y a des milices catholiques, il y a des milices protestantes, il y a des milices, on le verra, des milices ouvrières. Et il va se créer dans le Sud une milice qu'on appellera les volontaires irlandais, et dont le chef d'état-major sera MacNeill, qui est un des patrons de la Ligue gaélique, et il va commencer à organiser cette force qui est une sorte de garde nationale, qui au début n'est armée et fort peu armée, puis qui peu à peu, vous allez voir, va recevoir des armes plus sérieuses. Et l'IRB, les clandestins nationalistes, séparatistes, décident de noyauter cette milice. C'est une occasion extraordinaire, parce que là on va trouver une réserve d'hommes, ils sont 2000, et très rapidement la milice du Sud, la milice des volontaires irlandais, va se monter à 200 000 hommes, ce qui est quelque chose d'absolument énorme.
Il y a 200 000 hommes alors qu'ils font l'exercice. Alors c'est une espèce de garde nationale qui a pour but de défendre l'Irlande. On ne parle pas du tout d'attaquer l'Angleterre, on parle de cette espèce de chose de maintien de l'ordre intérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose, il y aurait tout un livre à écrire sur l'organisation de cette milice des volontaires. Et dans cette milice se trouvent bien entendu des Sinn Féiners, des séparatistes, mais se trouvent également des gens du parti parlementaire qui sont partisans du Home Rule, des gens de Redmond, et qui pensent qu'ils sont, disons, des modérés. Et l'IRB est en train de placer des hommes à tous les postes clés, est en train peu à peu de complètement noyauter cette formation. C'est un modèle d'organisation. Et les milices sont organisées d'une manière militaire, alors en escouade, en peloton, en compagnie, en bataillon, même en brigade. Enfin, c'est une véritable armée, disons une armée privée, dépendant, puisque le chef d'état-major n'est pas un militaire de profession, c'est le secrétaire général de la Ligue gaélique. Les Britanniques laissent faire. Alors pourquoi laissent-ils faire? Et pour une raison bien simple, c'est qu'ils savent que les Irlandais, qui se sont déjà soulevés une demi-douzaine de fois au cours du siècle précédent, et qui sont toujours prêts à se soulever, les Britanniques préfèrent que les Irlandais s'organisent au grand jour, plutôt que de le faire dans la clandestinité, en se disant comme ça, au moins, si les volontaires sont là, on pourra les contrôler, on les connaîtra, et on pourra éventuellement intervenir, alors que s'ils constituent un mouvement clandestin, ça sera beaucoup plus dur à démanteler. Donc, sous la couverture des modérés, de ce qu'on pourrait dire des bourgeois, se crée un noyau de militants durs qui, peu à peu, vont essayer de prendre tous les postes de commande. Les difficultés, c'est que tous ces gens-là ne s'entendent pas forcément entre eux, et qu'il y a de grosses difficultés entre ce qu'on appelle les parlementaires, qui sont très très nettement majoritaires, et les républicains, les gens de Griffiths, les Sinn Féiners, qui sont minoritaires. Il y a des conflits de personnes, il y a des conflits de tendances, mais il va se passer un événement qui va tout bouleverser et qui va permettre l'insurrection de 1916, qui va l'expliquer et qui est absolument capital. Et les historiens d'ailleurs glissent souvent, ne lui mettent peut-être pas tout à fait à la place que ça mérite. C'est la rencontre entre deux courants absolument capitaux, et quand ces courants sont isolés, ils ne peuvent probablement rien sans l'autre, et quand ils sont unis, ils peuvent tout. C'est la rencontre des socialistes et des nationalistes. C'est-à-dire que les nationalistes, qui sont groupés, disons, en gros autour de Pierce, Pierce va rencontrer un homme assez extraordinaire qui a 10 ans de plus que lui, qui s'appelle James Connolly, et qui est un militant ouvrier extrêmement décidé. C'est un militant prolétarien tout à fait authentique, mais qui en même temps, tout en étant un militant ouvrier, tout en étant un militant socialiste, est également un nationaliste irlandais. Et il est tout à fait, bien évidemment, très anti-bourgeois, très anti-parlementaire, très anti-majoritaire, pas spécialement démocrate, et il va s'entendre avec Pierce. Il va y avoir la rencontre de ces deux hommes, je vous dis, qui ont 10 ans de différence, et Connolly va créer un parti, le parti socialiste républicain. Socialiste, ça n'a rien d'étonnant, mais républicain le mot de républicain indique là-bas une idée nationaliste. Il va à un moment être obligé d'émigrer en Amérique, comme beaucoup d'Irlandais. Il revient en 1910, il crée une union des travailleurs, il travaille notamment avec le syndicat des transports. Ça ne se passe pas d'ailleurs très bien, puisqu'il y a des grèves violentes, il y a surtout des affrontements avec la police. En août 1913, il y aura une centaine de blessés au cours d'une bagarre, une femme sera tuée, et Connolly décide à son tour de créer une milice prolétarienne qui va appeler l'Irish Citizen Army, l'armée des citoyens. Au début, les gens ne sont armés que de manches de pioche, ont un simple brassard, et puis peu à peu, ils vont s'organiser, ils vont avoir un uniforme, avec un superbe chapeau à bord relevé, à large bord, dont l'un est relevé, comme les bourgs de l'Afrique du Sud. Ils vont avoir des fusils, ils vont avoir un uniforme vert foncé, et ils vont créer une milice qui est très peu nombreuse, mais extrêmement active. Et qui est l'armée, la Citizen Army, l'armée des citoyens. Pendant ce temps-là, Pierce est toujours, tout en s'occupant des volontaires irlandais, est toujours à son école
à son école de Saint-Anda, et en même temps travaille, fait en quelque sorte le commis voyageur de la Révolution irlandaise, et va travailler à ramasser des fonds, et va pour ça faire un voyage en Amérique pour rencontrer des gens de l'immigration, des gens de la colonie irlandaise des États-Unis, et va essayer de trouver l'argent. Et de l'argent pourquoi ? L'argent, eh bien l'argent, c'est comme tout mouvement nationaliste qui prépare une insurrection, c'est pour trouver des armes. Et dans l'été 1914, nous sommes à quelques mois, je dirais même à quelques semaines de la Première Guerre mondiale, les Allemands vont fournir 35 000 fusils, 35 000 aux volontaires de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire aux Ulstériens, c'est-à-dire à la milice protestante. Ce qui est quand même une chose absolument énorme. Et les Allemands décident de la même manière d'aider tout autant, ils font une chose d'équilibre d'ailleurs, c'est pas totalement désintéressé, ils ne sont peut-être pas tout à fait, ils sont peut-être désireux de créer des difficultés aux Britanniques, ils décident d'aider également les Irlandais du Sud, et à ce moment-là, de leur envoyer des armes. Le débarquement d'armes se passe assez mal, il y a une échauffourée avec la police, il y a 3 Irlandais qui sont tués, mais les armes arrivent quand même, et pour la première fois, la milice va être armée par des armes allemandes, par des fusils de guerre allemands Mauser. Bon, et à ce moment-là éclate la guerre de 1914. Vous avez donc en Irlande, dans le nord, une milice protestante très fidèle à l'Angleterre, très loyaliste, très unioniste. Dans le sud, une milice plus composite. Et en septembre 1914, quelques semaines après la déclaration de guerre, les Anglais décident d'accorder à l'Irlande le Home Rule, c'est-à-dire de l'accorder l'autonomie, en disant, ben voilà, maintenant vous allez être autonome, mais bien entendu, il faut que vous marchiez avec nous dans cette guerre. Donc parallèlement, il y a une offre d'autonomie, et en même temps, il y a une campagne de recrutement pour les armées de Sa Majesté luttant sur le front de France. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette campagne va donner de très bons résultats. Il ne faut pas du tout croire que les Irlandais sont du côté des séparatistes du Sinn Féin. Ils se disent non, il vaut beaucoup mieux donner un coup de main aux Anglais pour qu'ils gagnent la guerre, et puis une fois qu'on aura gagné la guerre avec eux, ou qu'ils l'auront gagnée avec nous, eh bien nous pourrons demander notre autonomie, et en fonction des services que nous avons consentis, ils ne la refuseront pas. C'est exactement ce qui se passe au même moment en Flandre avec le mouvement frontiste, où les militants flamands acceptent d'aider les armées belges en disant ben, en échange on aura notre autonomie, c'est notre indépendance, mais en réalité ce n'a été qu'une tromperie. Et en Irlande ça ne sera également qu'une tromperie, car les Anglais, pas fous, disent bien entendu on vous accorde le Home Rule, mais on vous l'accordera après la victoire. Pour le moment, on garde le statu quo. Et à ce moment-là, les gens de l'IRB, voyant qu'il y a peu de chances d'obtenir quoi que ce soit des Anglais, décident, et nous sommes en pleine guerre, de faire de plus en plus appel à l'Allemagne. Il y a un envoyé qui est d'ailleurs d'origine anglaise, qui s'appelle Casman, qui est d'ailleurs protestant, qui n'est pas un catholique, qui est chargé de mission et qui va partir, qui va réussir à gagner l'Allemagne. Et en Allemagne, dans les camps de prisonniers, les Allemands lèvent une petite armée irlandaise qui d'ailleurs ne débarquera jamais en Irlande, qui est une force plus symbolique qu'autre chose. Et ça paraît évidemment scandaleux, mais il ne faut pas oublier que pour les Irlandais qui veulent se débarrasser de la tutelle anglaise, c'est une politique qu'ils ont toujours menée. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la Révolution, il y a une armée française qui a débarqué en Irlande avec le général Humbert, justement pour aider les Irlandais à se soulever contre les Anglais, opération d'ailleurs qui s'est terminée par un fiasco. Et peu à peu, l'IRB noyote de plus en plus la milice, les volontaires irlandais. Et quelle est la situation des volontaires irlandais dans ces premiers mois de la guerre? Eh bien, sur 200 000 hommes, sur 200 000 volontaires, énormément se sont engagés dans l'armée anglaise. Il y en a l'armée britannique, il y en a environ 150 000, c'est-à-dire les trois quarts. Les trois quarts sont partis en France pour combattre dans les rangs des troupes de Sa Majesté, avec l'espoir d'obtenir l'autonomie quand ils reviendront. Il reste environ 50 000 hommes.
Il reste 50 000 hommes dont la grande majorité ne sont pas des partisans de l'indépendance, ce sont des partisans de l'autonomie qui ont préféré rester encore pendant un certain temps en Irlande pour voir venir. Les hommes qui sont décidés à l'indépendance sont tout au plus 10, 11 000. C'est-à-dire c'est très minoritaire, ça représente, sur l'origine des volontaires qui regroupaient 200 000 hommes, ça représente vraiment très peu. Quant à l'armée des citoyens de colonie, l'armée, je dirais, socialiste nationale, faut pas se faire d'illusions, ce n'est que quelques centaines d'hommes, un millier, même probablement un peu moins, guère plus de 500. Animé par des personnages extraordinaires comme Connolly et comme une femme absolument extraordinaire qui est la comtesse Markievicz, qu'on appelle, comme elle est dans un mouvement prolétarien, la comtesse rouge, et qui va jouer un grand rôle dans la révolution irlandaise. Patrice Pearse comprend, lui, que finalement il ne contrôle qu'en gros que 10 000 hommes, ce qui est quand même très peu, et qu'il faut à tout prix que ces 10 000 hommes soient remarquablement organisés, s'entendent et par conséquent arriver à faire un rassemblement avec des gens qui sont quand même différents. Car s'ils sont tous partisans de l'indépendance de l'Irlande, vous avez parmi eux des nationalistes qui sont d'abord et avant tout nationalistes, vous avez des socialistes qui sont d'abord des militants ouvriers, vous avez des anglophones qui sont en grosse majorité, vous avez des celtophones mais qui sont peu nombreux, surtout évidemment à Dublin, ils sont concentrés sur la côte ouest, et vous avez des catholiques, mais vous avez aussi un certain nombre de protestants. Un certain nombre de protestants du sud vont être du côté des nationalistes irlandais. Et Pearse organise, c'est un organisateur remarquable. Mais il se rend compte qu'il est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux, avec très peu de monde contre une puissance fantastique qui est l'Empire britannique, et l'Empire britannique engagé dans une guerre mondiale avec des alliés puissants, et il se rend compte que la disproportion de force est telle qu'il faudrait, je dirais, j'emploierais le mot miracle pour que ça marche. Et ça consistera d'abord à ce que quelqu'un se sacrifie. Il pense qu'un homme doit se sacrifier, qu'un petit nombre d'hommes doivent se sacrifier, mais un homme en particulier, que le chef doit pas être le chef qui dit allez-y et moi je reste. C'est celui qui accepte le premier de marcher en tête, qui accepte de mourir si c'est nécessaire, et même qui se fait à l'idée qu'il doit mourir pour que ça marche. Il doit avoir une mort exemplaire, et il a une idée avant tout de sacrifice. C'est un personnage qui est hanté par l'idée du sacrifice, dans lequel d'ailleurs qu'il exprime dans un certain nombre de poésies, avec même disons un arrière-plan chrétien du Christ qui va se sacrifier, et une idée de rédemption, que la mort qu'il sait qu'il va avoir pourra être la rédemption de l'Irlande. À ce moment-là, l'accord est de plus en plus étroit entre ces deux hommes aussi différents que Pearse et Connolly, et vraiment les deux sont faits pour s'entendre, et ils sont faits s'entendre non pas parce qu'ils sont pareils, mais parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. Connolly est un extraverti, est un homme toujours, et quand il complote, c'est au grand jour, multipliant les imprudences, alors qu'au contraire, Pearse est totalement introverti, discret, c'est un parfait clandestin, même s'il ne cache pas ses idées, il cache toujours ses actes. Et ils se lancent, à ce moment-là, les nationalistes irlandais se lancent dans une grande campagne contre la conscription en disant aux Irlandais, vous n'allez pas à vous faire tuer sur le front de France, vous allez rester chez vous. Pourquoi faire? Pour vous battre et pour chasser l'occupant. Pearse, à ce moment-là, continue son œuvre littéraire. Là, j'ai quelques poèmes vous donnant le genre des poésies qu'il écrit et qu'il publie. Je ne me suis jamais soumis, je me suis fait une âme plus grande que celle des maîtres de mon peuple, et je dis aux maîtres de mon peuple, prenez garde à ce qui vient, le peuple qui se lève. Et il parle, c'est très, très intéressant parce qu'il parle un peu de lui-même, sans se citer, et il dit « Mon arrivée semble présager la venue de la mort. La joie ne va pas sans douleur, je sais où je vais. Je me suis déjà vu mourir devant une foule froide et silencieuse, et il y en avait qui me maudissaient du fond de leur cœur d'avoir ouvert leur porte à la mort. Les visages tristes de ces morts me couvraient de reproches. Oh, la sérénité triste de ces visages de morts. » Il se rend donc compte que le soulèvement dont il rêve ne peut pas avoir de succès.
et que par conséquent ce soulèvement aura valeur d'exemple, aura une valeur pour réveiller le peuple irlandais, mais il ne pense pas, il ne peut pas rêver de chasser les Anglais par un soulèvement militaire, mais il pense que ce soulèvement militaire est absolument indispensable. Mais il y a autour de lui beaucoup de cette cause irlandaise a des sympathisants. On ramène le corps d'un vieux patriote irlandais qui était isolé aux États-Unis et qui est mort aux États-Unis. On ramène son corps en Irlande et là, à l'enterrement, il n'y a pas moins de 100 000 personnes. Ce qui est quelque chose d'absolument colossal. Et Patrick Pearse prononce le discours au cimetière, et qui est un discours qui est un appel aux armes. Ô Irlande, si tu écoutes les meilleurs de tes fils, tu ne trouveras jamais le salut national par d'autres chemins que celui qui t'ont tracé. De ceci, je répondrai au jour du jugement dernier, comme Rossack, qui est le patriote irlandais qu'on enterre. Nous nous déclarons irlandais, d'une seule allégeance, notre union fraternelle n'a qu'un seul but, la libération d'Irlande. Donc nous sommes en pleine guerre mondiale et la situation se tend, l'IRB de plus en plus pense à un soulèvement. Les volontaires sont dirigés par un comité officiel dont les Anglais ont connaissance et par un comité clandestin qui double le comité officiel et qui prend les véritables décisions et qui est entièrement noyauté par l'IRB. Par contre, le chef d'état-major, McNeil, qui est un homme de la Ligue gaélique, est un homme extrêmement, un très bon patriote, mais est prudent, est hésitant, et se rend compte que tout ça est peut-être une folie, et voudrait essayer de calmer ces jeunes gens impatients qui ne pensent qu'à la Révolution. À Noël 1915, nous sommes donc en pleine guerre mondiale, 6 hommes se réunissent dans une chambre d'un appartement vide, dans lequel ils sont là, il doit y avoir simplement une table et des chaises, et ils décident un soulèvement. Ils décident que le soulèvement aura lieu le dimanche 23 avril pour le jour de Pâques, car il y aura à ce moment-là les vacances de Pascal, il y aura samedi, dimanche, lundi, ce qui permettra de convoquer les volontaires à l'occasion des congés de Pâques en leur disant, ben voilà, on vous convoque pour un exercice, car très souvent les volontaires sont convoqués pour faire des marches, pour faire des exercices militaires. Dans les mois qui restent avant le soulèvement, Patrick Pearse va multiplier les articles de journalistes. Il va faire des articles, qui sont tous des articles politiques, il va un petit peu laisser son travail proprement littéraire, et le titre, par exemple, des articles qu'il fait sont « Le peuple souverain »,« L'idée séparatiste », et un autre s'appelle « La nation spirituelle ». Et la situation se tend quand même entre les extrémistes prêts à faire un soulèvement et les modérés qui partagent une partie de leurs opinions mais qui pensent que ça va absolument à un échec. Il y a une réunion le 19 avril, donc quelques jours avant l'insurrection. À ce moment-là, une réunion clandestine. Connolly est admis dans le comité militaire secret de l'IRB et on s'aperçoit qu'il y a de grosses réticences de la part de McNeil et de la part de gens qui sont tout à fait bien pensants mais qui sont des prudents. Et Pearse décide de franchir le pas, de ne pas se laisser arrêter par les hésitations et par conséquent de foncer. McNeil ne peut pas être d'accord avec lui, c'est un désaccord total, mais il ne se fâche pas pour autant. McNeil lui dit vous êtes résolu, Pearse dit oui, sommes résolus, le soulèvement aura lieu dans quelques jours. Bon, McNeil dit moi je ne veux pas couvrir ça car vous allez à l'échec, je démissionne, mais bien entendu il n'est pas question une seconde que je prévienne les Anglais de ce soulèvement dont je suis au courant, et Pearse dit évidemment on vous fait une confiance totale et on sait que vous ne nous trahirez jamais, même si vous ne marchez pas avec nous. Le chef, l'adjoint de McNeil aussi, pour employer un terme vulgaire, se dégonfle aussi, et un certain nombre de cadres décident de ne pas participer à cette insurrection à laquelle ils ne croient pas. Donc, 2 ou 3 jours avant l'insurrection, ça va très mal, car un certain nombre de gens ne veulent pas y participer. Ça doit avoir lieu le dimanche de Pâques, le vendredi saint. La situation entre eux est tellement, je dirais, tendue que Hobson, qui est un des adjoints de McNeil, est arrêté par ses propres camarades en lui disant c'est pas, on préfère t'arrêter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et il vaut mieux que tu sois mis hors du circuit de façon à ce qu'on n'ait pas, de crainte de fuite. McNeil a donc démissionné
modérés, il dit je suis de cœur avec les extrémistes, mais je suis de raison avec les modérés. Et ça n'arrête pas absolument Patrice Pearse. Patrice Pearse dit il faut faire ce soulèvement, même si nous allons à un échec, parce que des millions d'hommes qui ne sont même pas encore nés, des millions d'hommes habiteront dans l'Irlande que nous allons créer. Et les choses vont s'accélérer très vite. Casman, qui est donc ce nationaliste irlandais, qui est un fonctionnaire britannique d'ailleurs de son métier, et qui est réfugié en Allemagne, est déposé par les Allemands, un sous-marin allemand, un U-boat le dépose sur la côte irlandaise, et un cargo chargé d'armes destiné un cargo allemand, destiné aux insurgés, s'approche des côtes. Mais il est intercepté, et plutôt que d'être arraisonné, se fait sauter avec les armes et les munitions. Mais en quelque sorte, c'est une manière de faire découvrir le complot, et la situation est quand même très grave. Alors, Mackay, qui a, tout en ayant démissionné, continue quand même à essayer d'arrêter cette affaire-là, qu'il estime une folie. Il annule la mobilisation, il fait paraître un article dans un journal en disant il n'y aura pas de marche, il n'y aura pas de manœuvre, j'annule tout, surtout ne répondez pas que les volontaires ne répondent pas aux convocations qu'elles pourront suivre. Donc, Mackay ne va pas réussir à empêcher une partie de la mobilisation, mais va réussir, malheureusement, et en pleine bonne volonté, mais contre l'avis de l'IRB, à complètement la désorganiser. Alors, les conjurés, évidemment, sont attirés parce qu'ils voient que leur affaire risque de plus en plus d'échouer, mais décident quand même de la maintenir. Alors, ils réunissent à Dublin même, les liaisons avec la province se passent très mal. À Dublin même, ils ont 4 bataillons. Mais alors, des bataillons qui ont l'effectif d'une compagnie. Les bataillons font environ 200 hommes. Et ils leur donnent des objectifs dans Dublin en disant voilà, il y a 4 bataillons, donc il y aura un certain nombre d'objectifs à prendre. À ce moment-là, nous sommes le lundi de Pâques. Nous sommes au mois d'avril, le 24 avril 1916, dites-vous que sur le continent, nous sommes en pleine bataille de Verdun, c'est-à-dire au moment où vraiment la situation entre les Allemands et les Alliés est extrêmement tendue. Et brusquement, dans Dublin, après, il y a le soleil qui est arrivé ce jour-là, il a plu pendant une quinzaine de jours, et on voit au milieu de la matinée un groupe d'hommes en armes. Enfin, on est un peu habitué à voir des gens, des milices circuler, mais enfin là, on ne comprend pas très bien, puisqu'il y a eu un article de journal disant qu'il n'y avait plus aucun exercice, aucune mobilisation, qui sont au Connell Street et qui se dirigent vers la Grande Poste. Et à midi, premier coup de feu, c'est l'insurrection qui démarre. C'est une insurrection qui ne démarre sans aucun espoir, même si évidemment ils sont obligés un petit peu de jeter de la poudre aux yeux, et on voit sur la Grande Poste 2 pavillons qui vont monter sur la poste. L'un est le pavillon républicain de la République d'Irlande, qui est celui de la République d'Irlande d'aujourd'hui, vert, blanc et orange, et l'autre est le drapeau syndical de Connolly, qui est un drapeau avec une charrue et des étoiles. C'est pour ça qu'on appelle, il y a un film sur la Révolution irlandaise qui date de l'avant-guerre qui s'appelle La charrue et les étoiles. Le QG, le quartier général des insurgés, s'installe dans la Grande Poste et on proclame, à ce moment-là, il proclame la République d'Irlande. Pearse monte sur une table, lit une déclaration, qui est la déclaration officielle, et qui est d'ailleurs reproduite sur des affiches qui sont placardées un peu partout, là où les miliciens arrivent à la mettre. Irlandais et Irlandaises, au nom de Dieu et des générations disparues dont elle reçoit son antique tradition de nationalité, l'Irlande, par nos voix, appelle ses enfants autour de son drapeau pour conquérir sa liberté. Et l'affiche poursuit, affirmant par les armes notre droit à la face du monde, nous proclamons ici la République irlandaise, État indépendant et souverain, et nous vouons nos vies et celles de nos compagnons d'armes à la cause de sa liberté, de sa prospérité et de son élévation parmi les nations. Cette proclamation de la République irlandaise est signée par 6 personnes, par 6 camarades de l'IRB, et qui seront dans quelques jours tous fusillés. Il arrive à un autre événement, donc Pearse a lu ça. Pearse a été nommé général en chef de cette armée, quelle petite armée, et en même temps président du gouvernement de la République provisoire d'Irlande.
Il a donc les deux fonctions, chef politique et chef militaire. C'est lui le grand patron. On connaît peu son nom, alors que c'est lui qui est vraiment à ce moment-là l'homme clé. Et à ce moment-là, il a 36 ans. Et à ce moment-là, il y a un événement qui est important, c'est qu'il y a la fusion dès le premier coup de feu entre les deux forces, c'est-à-dire les Irish Volunteers et les Irish Citizen Army, qu'ils vont se fusionner pour ne constituer qu'une seule organisation qui va prendre le nom d'IRA, Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise. Or, les effectifs à ce moment-là de l'IRA dans Dublin, le jour du soulèvement, sont exactement de 720 volontaires. Il y en aura quelques-uns qui vont rejoindre, qui vont courir au canon, parce que là, les contacts, les liaisons ont été très mal faites. Dès que ça va commencer à se battre, on va en voir arriver quelques-uns, et ils ne dépasseront jamais le millier. En phase 2, il y a 16 000 hommes de troupes britanniques. Parmi ces troupes britanniques, il faut bien dire que beaucoup sont des unités irlandaises, ce ne sont pas forcément des unités anglaises ou écossaises. Un certain nombre sont des gens de régiments irlandais. Les bataillons, ces pseudo-bataillons d'effectifs d'une compagnie occupent un certain nombre de points stratégiques. Les premiers coups de feu sont échangés, une patrouille de lanciers britanniques est mise en fuite, mais très rapidement, la situation va devenir très dure pour les insurgés, qui sont, je vous dis, dans tout Dublin, moins d'un millier. Le lendemain, la journée du lundi se passe à peu près calmement. Les Anglais commencent à rassembler des troupes, à faire amener des renforts, et le lendemain paraît le premier et unique numéro du journal qui s'appelle La République irlandaise, et qui n'aura qu'un seul numéro, et qui est en quelque sorte le journal officiel. Il y a une rivière qui coule dans Dublin, du fait, et sur cette rivière, les Anglais amènent une canonnière et qui commence à tirer à coups de canon, notamment sur la poste et également sur le siège des syndicats d'où est parti Cannoli, et l'affaire commence à très sérieusement se gâter. Les Anglais sont décidés, comme on dit, à mettre le paquet. La nuit de mercredi à jeudi, c'est le moment où les Anglais vont resserrer les taux autour de la grande poste, et Pierce se rend bien compte qu'il y a très peu de chances que ça marche, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'espoir qu'il ne faut pas le faire, c'est au contraire, pense-t-il, parce qu'il n'y a pas d'espoir que son geste en prendra encore plus de signification. Alors là, de jour en jour, on peut même dire d'heure en heure, la situation des insurgés se dégrade, et la grande poste est entièrement encerclée, attaquée non seulement au fusil à la mitrailleuse, mais de plus en plus au canon. Les bâtiments s'écroulent. D'ailleurs, tout ça est très bien vu au début, si vous avez vu le film de Michael Collins. Michael Collins, à ce moment-là, est l'adjoint d'un chef, d'un des gens de l'IRB, d'un des hommes de l'IRB, qui s'appelle Plunkett. Il a un rôle qui est assez faible pendant l'insurrection. Il prendra tout son rôle par la suite. Et vous avez vu dans le film, les insurgés sont matraqués par les obus, les incendies s'allument, et il fait une chaleur épouvantable. Il y a très nombreux blessés. Connolly lui-même est blessé, d'abord au bras, et après ça va être blessé très grièvement à la jambe. Il est porté sur une civière, il est dans le haut de la grande poste. L'aggravation de la situation dans la nuit de jeudi à vendredi, il n'y a plus de liaison. Ils emploient des jeunes garçons, justement beaucoup d'élèves du collège Saint-Anda servent de coureurs pour essayer de rejoindre les différents coins, parce que les 4 bataillons ou pseudo-bataillons sont très isolés dans Dublin, n'ont pas de liaison entre eux. Évidemment, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de téléphone, alors il ne peut y avoir que des coureurs, et ça va de plus en plus mal. Les insurgés sont obligés d'abandonner la poste. Dans l'après-midi de vendredi, la poste est intenable. Pierce décide de l'évacuer et de se réfugier dans une des maisons du quartier, d'essayer d'occuper des barricades. Et ça a duré depuis 5 jours et 4 nuits, et la situation devient absolument instable. Et puis, le samedi 24 avril, à midi, Pierce se décide à envoyer une femme militante de la cause nationaliste vers les Anglais avec un drapeau blanc, et à ce moment-là pour essayer d'obtenir un armistice. Et elle dit, voilà, je viens de la part
du président Pierce et du président général Pierce, qui est le président de la République irlandaise, qui est général en chef de l'armée irlandaise. Et le général anglais dit, écoutez, madame, je ne connais pas de général Pierce, je ne connais pas de président Pierce, je connais un monsieur Pierce qui est à la tête d'une bande de rebelles auquel je demande de se rendre, et je leur impose une capitulation sans condition. Il n'y a pas d'autre solution que de capituler, il n'y a plus rien à faire, ils sont totalement militairement écrasés. Patrice Pearse sort le premier de son quartier général improvisé dans le film, on le voit qu'il sort de la Grande Poste, mais à ce moment-là il n'est plus à la Grande Poste. On sort également Connolly sur son brancard, et la répression commence. La répression va être extrêmement rapide, puisque l'insurrection se termine le samedi 29 avril. Les premiers procès ont lieu dès le mardi 2, on laisse passer le dimanche et on commence les procès, et le mardi 2, Patrice Pearse est condamné à mort et sera fusillé le mercredi matin. Il y aura en tout comme perte des nationalistes irlandais lors de cette insurrection qu'on appelle l'Easter Week, la semaine de Pâques, l'insurrection de Pâques 1916. Il y aura 63 tués, 16 fusillés et un pendu. Car Casement, qui a été fait prisonnier lorsqu'il est arrivé d'Allemagne, est considéré, comme lui est d'origine anglaise, étant plus de ça fonctionnaire de la couronne, est considéré comme un traître et va être pendu. Donc c'est un échec total, échec d'autant plus grave que les prisonniers sont hués par la population, qui les considère comme des traîtres pour s'être soulevés contre l'Angleterre, même s'ils sont partis dans l'autonomie, ils disent c'est pas le moment de faire ça, alors que nous sommes en guerre, l'Angleterre est en guerre sur le continent, le devoir des Irlandais est de les aider, et la situation est absolument épouvantable, car non seulement ces gens savent qu'ils vont aller à la mort, mais en plus de ça, qu'ils vont y aller sous les crachats de leurs compatriotes pour lesquels ils se sont sacrifiés. Donc les gens qui vont être fusillés à ce moment-là, ceux qui peuvent penser que ça serait un sacrifice inutile. Mais il y a un événement qui va jouer, c'est qu'il y a eu donc 1 millier d'insurgés armés, ce qui est très peu, mais il y a eu 3500 prisonniers. C'est-à-dire que les Anglais ont ratissé large, et au-delà des prisonniers, j'allais dire, militaires, au-delà des gens, des volontaires, ils ont arrêté à leur domicile beaucoup d'hommes qui n'avaient pas participé à l'insurrection. Et ces prisonniers vont être rassemblés dans des camps, dans des prisons en Angleterre ou en Irlande, et les camps vont devenir de véritables, selon l'exemple Pearse, de véritables écoles nationalistes, et c'est dans les camps de prisonniers que vont être formés les cadres de la future armée, de la future IRA du temps de la guerre qui succédera après 1918, quand à ce moment-là le soulèvement est fait et sera fait à ce moment-là avec l'accord de soutien de la population. Il y a eu un retournement provoqué d'ailleurs, c'est ça qui est assez extraordinaire, par le sacrifice de Pearse. Le sacrifice de Pearse qui paraissait complètement fou, a été en réalité absolument payant, et au moment où environ 150 000 à 200 000 Irlandais se battaient en France dans les rangs du corps expéditionnaire britannique, 1 millier de leurs compatriotes et 1 millier seulement ont fait un geste complètement fou, qui va pourtant totalement changer la situation et provoquer un bouleversement psychologique absolument total. Ce qui prouve, et j'arrive à la fin de cette causerie, ce qui prouve qu'un très petit nombre de gens peuvent changer le cours de l'histoire, à condition d'abord d'être unis, à condition d'être organisés, à condition d'avoir à leur tête des chefs de la taille d'un Patrice Pearse. Alors pour terminer, je vous lirai simplement les dernières phrases de Patrice Pearse, car quand il était en prison, sachant qu'il allait être fusillé, à ce moment-là, il est revenu, il n'allait plus faire d'articles politiques, il avait dit sur le plan politique tout ce qu'il avait à dire, et il a voulu refaire des poèmes et dire le principal de ce qu'il avait à dire, et c'est la conclusion de sa vie qui est particulièrement émouvante. Quand on parle de peuple, quand on parle de nation,
Les vivants sont méconnaissables et nous apparaissent comme des étrangers s'ils ne se reconnaissent eux-mêmes dans leur mort. Si les morts et les vivants ne font pas un, la vie prend racine dans la mort et des tombes des patriotes, hommes et femmes, se lèvent les nations vivantes. Merci. He's just a boy that has lost his way. He's a rebel that has fallen down. He's a fool that's blown away. To you and me, he's a renegade. He's a clown that we put down. He's a man that doesn't fit. He's a king, but not in this town. To you and me, he's a renegade. But he is a king when he's on his own. He's got a mic, and that's his throne. And when he reigns, he's like the wind. To you and me, he's a renegade. He's just a boy that has lost his sights. He's a stranger, prowls the night. He's a devil, that's right. To you and me, he's a renegade. Check it out. Check his face. Look in his eyes. They're so sly. I wonder why he cries from the inside. I wonder why
he's a renegade. Oh please, I'm on my begging, bended knees. Oh please, please heed my call. He's just a boy that has lost his way. He's just a boy, that's all.